Dans ce texte, on pressent déjà que Romain Gary reprend la notion d'universalité et la tord, si vous voulez, dans un sens qui n'est plus du tout celui de l'universalité et de la fraternité qui est sur les frontons de nos mairies. Il ne s'agit plus du tout de la même fraternité et il ne s'agit plus du même universalisme. Il s'agit au contraire d'un universalisme tout autre, un universalisme qui n'est pas conquérant, qui n'est pas en extension et qui ne cherche pas à réduire au même dénominateur commun l'ensemble des spécificités et des différences humaines. Cela est très important parce que Romain Gary fera ce cheminement, si vous voulez. Il partira de la conviction que cet universalisme qu'il portait en lui était l'universalisme français, et il se rendra compte qu'il est d'une toute autre nature. Et c'est là qu'il deviendra véritablement un autre, ou plutôt qu'il naîtra lui-même, enfin. C'est cet épisode que je voudrais maintenant vous raconter. À l'âge de 44 ans, Romain Gary écrit La promesse de l'aube. C'est singulier pour un homme de 44 ans d'écrire ses mémoires, surtout lorsque la première phrase du livre est celle-ci: tout est fini, ou c'est fini. C'est comme s'il pouvait s'autoriser ce regard jeté sur lui-même et sur son histoire parce qu'il était déjà mort, parce qu'il était de l'autre côté, parce qu'il n'appartenait plus à la communauté des vivants. Et que c'est à partir de ce lieu que, en fait, tout écrivain fréquente plus ou moins, qu'il peut précisément proférer une parole qui donne un statut au passé. C'est ce qu'il fera avec La promesse de l'aube. Et, écrivant ce livre, qui lui a beaucoup demandé, il s'est senti après totalement vide. Il n'a plus su quoi écrire et que faire. Il a connu quelques mois ou quelques années de très profond désarroi. Il avait peut-être eu le sentiment d'avoir tout dit, d'être finalement l'homme mort qu'il était devenu au moment d'écrire ce livre. Il était devenu tout à fait. Et, bon, à défaut donc d'écrire un autre roman, lui qui était sans cesse dans la création romanesque, qui n'avait absolument jamais posé sa plume, eh bien cet homme décide de rassembler ses nouvelles qu'il avait écrites au fil des ans, de refaire une pièce de théâtre qu'il avait écrite autrefois, et surtout de rassembler des conférences sur la littérature et de les prolonger dans un essai qu'il intitulera Pour Sganarelle et qui paraîtra en 1965, un livre très touffu, mais avec des fulgurances étonnantes, dans laquelle il cherche à imaginer ce que devrait être un roman moderne. Un roman précisément qui puisse correspondre à cette vision, non pas du monde, mais des mondes possibles, et le seul personnage qui puisse habiter ces mondes pluriels et qui lui-même puisse se modifier et se métamorphoser au fil de la traversée de ces mondes est le personnage du Picaro. Donc il dit dans cet essai pour Sganarelle que le prochain roman qu'il fera sera un roman picaresque avec un Picaro moderne qui en quelque sorte traverse les mondes. Et de fait, il se met à l'écrire. Il l'appelle dans sa tête la fête coupable, et il se trouve qu'il est invité en Pologne. En Pologne, il n'était pas allé, évidemment, depuis qu'il l'avait quitté à l'âge de 14 ans pour arriver en France. Il va en Pologne et là, on l'invite à visiter le ghetto, le musée, et voilà ce qu'il raconte dans un entretien.
Étant un peu cosaque et tartare, matiné de juif, je me suis défini dans Purs Ganarelle comme une sorte de Gengis Khan. Et c'est le nom du personnage de mon prochain roman. J'ai parlé uniquement le russe jusqu'à l'âge de 8 ou 9 ans. Entre 8 et 13 ans, je parlais polonais et français. À l'âge de 11 ans, j'ai traduit des poèmes de Lermontov du russe en polonais. J'ai 4 ou 5 cahiers de poèmes écrits directement en polonais. Ma formation culturelle est française et je me sens français, sans complexe. J'ai écrit 3 romans directement en anglais, ma femme est américaine. L'été dernier, j'ai pourtant, alors j'adore ce pourtant, l'été dernier, j'ai pourtant eu une expérience bouleversante qui est à l'origine de Gengis Khan, c'est-à-dire du roman La danse de Gengis Khan qu'il fera paraître en 1966. Je ne me suis jamais senti le même depuis. Au cours d'un voyage à Varsovie, j'ai visité le musée de l'insurrection. Je savais tout sur le meurtre des 6 millions de Juifs. J'avais lu tous les livres, j'avais vu les documents. Mais si je parlais souvent de mes origines juives, au fond, je ne me sentais pas juif, malgré mon attachement à la mémoire de ma mère. Or, devant la section du musée consacrée à la révolte du ghetto, je me suis soudain écroulé et je suis resté évanoui 20 minutes. Je ne m'étais pas rendu compte du poids qu'avait pour moi, dans cette ville où j'avais été élevé, cette immense, cette massive absence, celle des Juifs. Fin de citation. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que il faut l'écouter quand il dit qu'il n'a plus été le même. Et ce qui est intéressant, c'est cette perte de connaissance. Cette perte de connaissance qui équivaut à une prise de conscience. La perte de connaissance est une prise de conscience. Et elle procède d'une forme de sidération. Et la prise de conscience est celle de sa judéité. Et de la surprise va alors naître l'emprise. Gary interrompt brusquement l'écriture de La Fête coupable. Et il se jette à corps perdu dans la rédaction d'un tout autre roman. C'est que c'est incarné à ce moment-là, à son esprit, Moïse Cohn, un naufragé fantomatique, revenu du royaume des morts, ressuscité des décombres, pour hanter le présent et lui rappeler qu'il a, lui, Romain Gary, du passé, charge d'âme. Dans la danse de Gengis Khan, qu'il écrit alors, Gary ne crée alors à toute vitesse que la première partie du roman, mais la seconde va être composée de l'adjonction d'une nouvelle qu'il avait écrite précédemment, qui était inspirée d'un poème d'Alain Chartier du XVe siècle, La belle dame sans merci, et les deux ensemble fusionnés feront ce roman étonnant.